Alors, bonjour tout le monde. Je suis Benoît Larose, le PDG de Bio-Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin à ce webinaire organisé en collaboration avec l'équipe de Arena. Donc, un webinaire qui vise à expliquer comment le projet Arena aide à soutenir les entreprises qui veulent innover ou diversifier leurs activités dans le domaine de l'ARN thérapeutique. Donc, ce matin, nous avons un bon groupe de présentateurs qui vont se succéder. Comme Marina le faisait remarquer dans le chat, le webinaire va être enregistré et va être disponible sur demande à la suite de l'enregistrement, évidemment. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les sujets suivants. Donc, présenter les services et les leviers offerts par Arena pour accompagner les entreprises québécoises qui désirent innover ou diversifier leurs activités dans le domaine de l'ARN thérapeutique. Favoriser et soutenir l'innovation, accès à un programme d'entrepreneuriat en ARN et financer l'innovation aussi. Nous avons ce matin 5 panélistes que je vais vous présenter en bloc. Alors, nous aurons d'abord Jamal Daoud, qui est PhD et fondateur et directeur de Galenus Sciences, une entreprise montréalaise spécialisée dans les oligonucléotides ADN-ARN et les nanomatériaux. C'est un ancien chercheur au CNRC qui possède une expertise en chimie des polymères, nanomatériaux et biotechnologie de la santé. Sous sa direction, Galenus soutient des partenaires en R&D, précliniques et diagnostiques avec des plateformes conformes aux normes ISO 9001. Ensuite, nous aurons Xavier Linker, en fait, qui va prendre la parole d'abord, mais qui va intervenir en deuxième. Xavier est directeur des initiatives stratégiques au CQDM depuis septembre 2024. Il pilote le projet mobilisateur ARN, donc Arena. Il a auparavant travaillé chez Transmedtech et à l'Université McGill, où il a cofondé et dirigé l'accélérateur Neurosphere. Sa carrière a débuté en développement des affaires dans des organisations de recherche contractuelle en France et au Canada. Ensuite, nous aurons Simon Fortier, qui est directeur en valorisation en ARN. Simon soutient le transfert des innovations issues de la recherche vers les thérapies ARN. Donc, son expérience en recherche académique et en collaboration industrielle lui permet de comprendre les défis des chercheurs et des opportunités de valorisation. Il contribue activement à l'initiative ARENA pour positionner le Québec comme acteur de premier plan. Ensuite, Alexandre Morisot, qui a rejoint le CQDM en 2021 et qui occupe aujourd'hui le poste de directeur développement des affaires. Titulaire d'un doctorat en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, il possède une solide expérience en recherche pharmaceutique et en gestion de projet. Il allie rigueur scientifique, leadership et curiosité, tant au travail que dans ses passions personnelles. Et enfin, nous aurons Panagiotis, je m'excuse, Prinos, qui cumule plus de 15 ans d'expérience en génomique du cancer et en médecine personnalisée. Il a dirigé des équipes au Structural Genomics Consortium de Toronto et à l'Université de Sherbrooke. Il est aujourd'hui directeur du réseau DEPTAC, un partenariat qui réunit McGill, l'IRCM et l'Université de Sherbrooke. Prenez note qu'il y aura une période de questions à la fin. On vous invite à inscrire vos questions dans le chat. Mais on va s'assurer d'avoir suffisamment de temps à la fin pour faire le tour. Et sur ça, ben, je vais inviter Xavier à débuter la présentation. Ce sera mieux avec le son. Merci Benoît. Bonjour à tous. Donc, merci en tout cas à Bio-Québec pour cette opportunité. L'objectif, comme le disait Benoît en introduction, c'était vraiment de mettre de l'avant en quoi Arena, donc le projet mobilisateur ARN et puis je dirais par extension Arena, peut vraiment aider les entreprises à se diversifier dans le domaine de l'ARN ou voire à renforcer leur innovation dans le domaine de l'ARN. Donc, c'est vraiment l'angle que on a voulu prendre aujourd'hui. C'est pour ça que les initiatives qui s'en viennent, effectivement, vont vraiment focuser sur cet angle-là. Avant de commencer, par contre, ce qu'on voulait faire, quand même, c'est de commencer par une introduction, et puis vraiment de mettre de l'avant pourquoi l'ARN thérapeutique, c'est une avenue avec un haut potentiel. Et pour cela, donc, je voudrais laisser la parole à Jamal de Galenus pour faire cette introduction. Merci Xavier. Bonjour à tous. Comme vous avez dit, je suis Jamal Daoud et je suis le directeur et fondateur Galenus Sciences. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et vous présenter notre entreprise et notre vision.
Au cours de cette présentation, je vais vous montrer comment nous avons bâti une plateforme intégrée allant de la recherche et développement jusqu'aux étapes précliniques et comment nous contribuons à renforcer le champ d'approvisionnement en thérapie nucléique au Québec. Galenus, pour un petit intro, Galenus est un CRO spécialisé dans la synthèse des oligos ADN ARN de précision. Nous intégrons tout le champ de valeur, R&D, synthèse et purification et conjugation. Nos forces uniques incluant des procédés chimiques propriétaires en synthèse rapide avec des rendements élevés, ainsi que des protocoles de conjugation sur mesure. Notre plateforme est certifiée ISO 9001 et s'aligne avec la ligne directrice de la FDA pour l'essai clinique de phase 1. Nous servons le domaine de thérapie humaine avec le siRNA, ASO et sgRNA pour CRISPR en format recherche et préclinique. Avec notre plateforme, on essaie d'adresser l'opportunité qui représente le marché de thérapie ADN-ARN. Donc, next slide. Oui, parfait. Le marché mondial des oligothérapeutiques représente plus de 26 milliards de dollars et croît à plus de 15% par an. Pourtant, il n'existe pas d'infrastructure de production à grande échelle et de haute qualité au Canada. Le besoin émerge inclut les synthèses conformes GMP et les chimies personnalisées. Aujourd'hui, la capacité mondiale de CDMO est saturée, ce qui crée un bottleneck. Et pour le Québec, c'est une opportunité, ça représente une opportunité unique de bâtir une chaîne d'approvisionnement local et sécurisé en ADN ARN thérapeutique. Et pour répondre à cette demande croissante, il faut maîtriser les différentes chimies utilisées dans la conception des oligonucléotides thérapeutiques. Next slide. Le marché de la synthèse des oligos connaît une forte croissance, autant pour le diagnostic que pour le thérapeutique. Et cette dynamique reflète la demande accrue en solutions personnalisées et robustes. Au-delà de ARN messager, ce sont surtout des oligonucléotides synthétiques comme le siRNA, le sgRNA et le ASO qui ouvrent de nouvelles perspectives. Next slide. Donc, dans ce slide-là, on peut montrer comment l'industrie dépasse désormais le seul ARN messager. Les oligonucléotides synthétiques comme le siRNA, le sgRNA et le ASO représentent un potentiel considérable. Ces outils ouvrent la voie à une nouvelle génération de traitements ciblés. Donc, chez Galenus, on a bâti nos services de synthèse pour répondre à ces besoins. Next slide. Nos services couvrent la synthèse dans une large gamme des oligonucléotides thérapeutiques, comme je dis, le siRNA, ASO, SSO et le ARN modifié. Nous garantissons un rendement élevé et une pureté maximale grâce à nos procédés optimisés. Notre équipe R&D développe des procédés pour des conceptions complexes et leur mise à l'échelle en environnement GMP. Nous nous positionnons ainsi comme un partenaire stratégique dans le développement thérapeutique. Bien entendu, la synthèse n'est qu'une partie de procédure. Nous accompagnons aussi nos partenaires avec des études de microbiologie et in vitro. Et ce sont des études vraiment importantes pour des clients qui ont de nouvelles thérapies dans le ARN. Next slide. Donc, nous offrons aussi des techniques comme le ELISA, le SPR et la cytométrie en flux. Et nous réalisons aussi des mesures d'immunogénicité et d'expression génétique avec le qPCR, Second-Stage NGS. Et ces approches nous permettent de valider pleinement la performance des candidats thérapeutiques. Et enfin, notre partenariat avec Arena et surtout avec ERCM nous permet d'élargir encore davantage nos capacités, notamment en validation in vitro et in vivo.
Notre partenariat avec Arena et IRCM, comme je dis, nous permet de développer et valider des procédés. Il s'agit aussi d'un échange bidirectionnel de propriété intellectuelle qui renforce le potentiel de commercialisation. Enfin, nous complétons notre service offre grâce à leur capacité avancée en chimie analytique, en validation in vitro et en validation in vivo, incluant aussi le modèle animaux et études de biodistribution. Donc, merci, c'est une courte présentation, je sais, mais je serai heureux de répondre à vos questions après toutes les présentations. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais donner la parole à Xavier pour présenter les initiatives stratégiques CQDM. Merci beaucoup, Jamal, pour cette introduction. Donc, comme je disais, effectivement, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de focaliser sur ce que Arena peut faire vraiment pour aider les entreprises québécoises, donc celles qui sont déjà dans le domaine de l'ARN thérapeutique, eh bien, à continuer d'innover dans une idée d'améliorer leur performance et leur productivité. Et puis pour celles qui ne seraient pas dans le domaine de l'ARN thérapeutique, eh bien, éventuellement d'envisager cette modalité comme une option de diversification. Donc moi, je vais commencer très rapidement par rappeler ce qu'est le projet Arena. Je pense que plusieurs d'entre vous sont familiers maintenant avec ce projet qui a été lancé l'année dernière. Mais ce qu'on voulait mettre de l'avant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, le secteur des thérapies ARN au Québec, ben, c'est un secteur qui est en croissance. Donc juste quelques chiffres un petit peu pour représenter ça. Donc, on parle de 250 chercheurs académiques qui travaillent directement ou plus ou moins directement en lien avec l'ARN thérapeutique, répartis sur 6 universités. On a plus d'une trentaine de plateformes de services académiques aussi qui peuvent offrir des services en lien avec l'ARN thérapeutique. Au niveau industriel, on a 38 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là et elles se répartissent entre les biotech, pharma et les CRO, CDMO. Au niveau des investissements, si on regarde l'argent effectivement qui a été, parce qu'on a fait une étude dernièrement, donc si on regarde les bourses qui ont été données aux chercheurs académiques dans le domaine de l'ARN thérapeutique, si on considère le financement de Detour, l'investissement de Moderna pour sa nouvelle usine, l'investissement du Québec dans le projet Arena, eh bien on a au minimum 600 millions de dollars aujourd'hui qui ont été investis dans cette filière des thérapies ARN. Et puis, pour ne pas oublier, quand on parle vraiment d'un écosystème, donc on a aussi plein d'organisations de soutien à l'innovation qui gravitent autour et qui peuvent offrir des services pour les entreprises dans le domaine de l'ARN thérapeutique. Donc, c'est un secteur, effectivement, que je disais vraiment qui est en croissance, mais qui est aussi vraiment très bien positionné pour soutenir le développement de thérapies ARN. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des institutions de recherche et une expertise de classe mondiale, donc plusieurs universités qui étaient vraiment pionnières dans le domaine de l'ARN. Je l'ai mentionné, des investissements publics et privés qui sont vraiment importants et qui permettent de soutenir la recherche et le développement. On a également aussi tout un écosystème qui est vraiment favorable au développement de nouvelles thérapies, puisqu'on a des capacités aussi bien au niveau préclinique qu'au niveau de la production des thérapies ARN. Et puis Jamal en est un exemple avec Galenus, mais aussi au niveau effectivement de la recherche clinique, puisqu'on a de plus en plus d'hôpitaux ici au Québec qui font des essais cliniques sur des thérapies ARN. On parle du modèle aussi de collaboration entre l'industrie et l'université, puis mes collègues pourront l'illustrer de manière un petit peu plus précise par la suite. Ensuite, on a effectivement développé des programmes de formation qui sont spécifiques à l'ARN. Et puis enfin, c'est quelque chose effectivement qui est peut-être un petit peu à la marge, mais qui est de plus en plus intéressant. Ne pas oublier que Montréal est quand même un pôle en termes d'intelligence artificielle et que bien évidemment, il y a la possibilité de combiner l'intelligence artificielle avec le développement de nouvelles thérapies ARN. Donc, je voulais rappeler rapidement effectivement le rôle d'Arena et puis expliquer qu'Arena, effectivement, c'est une initiative du gouvernement du Québec. Et donc ici, on voulait juste illustrer l'écosystème des thérapies ARN. Donc vous le voyez au travers des 3 cercles bleus qui représentent un petit peu les 3 différents secteurs, le secteur industriel, le secteur académique, et puis ce secteur de soutien, là, les différents organismes dont je faisais mention. Et puis Arena, en fait, son objectif, c'est vraiment de venir soutenir et complémenter cet écosystème. Donc c'est un écosystème qui existait déjà, mais l'idée, c'était vraiment de le bonifier
pour vraiment faire en sorte que le Québec devienne un hub, enfin un pôle vraiment international dans le développement de nouvelles thérapies. Donc, c'est un projet de 20,3 millions, pardon, qui vise à soutenir l'industrie au travers de 5 initiatives. Et les retombées qui sont attendues de la part de ce projet, elles sont relativement variées. C'est développer une masse critique de technologie, d'expertise, de talent, créer de nouvelles entreprises, faire rayonner le Québec, attirer des investissements. Mais aujourd'hui, comme je disais en introduction, on veut vraiment mettre l'emphase sur la retombée principale qui est de permettre aux entreprises québécoises d'être plus compétitives et plus performantes. Donc, c'est ce que mes collègues vont illustrer dans la suite de la présentation. Ce que je voulais juste terminer effectivement par un rapide résumé avec les 5 initiatives. Donc, vous les voyez, le rayonnement, la valorisation de l'entrepreneuriat, le financement, les plateformes de services et puis l'école-usine. Et puis, ce que effectivement ces différentes initiatives peuvent offrir aux entreprises. Donc, que ce soit de la promotion, du réseautage, que ce soit des capacités à innover, à développer de l'expertise, les capacités précliniques, les capacités de biofabrication et de la formation. Donc, vous voyez un petit peu effectivement tout le spectre de ce que les initiatives liées à Arena peuvent offrir aux entreprises du Québec. Et puis, juste pour information, puisqu'on est effectivement dans un webinaire dédié plus à l'industrie, sachez qu'on travaille actuellement, puis on va le lancer, un membership. Alors, quand on parle de membership, c'est plus, je dirais, des services totalement gratuits là, qu'on va pouvoir offrir au travers d'Arena pour les entreprises du Québec. Donc, on incite effectivement les entreprises à nous rejoindre. Et puis, on va vraiment vous aider dans la promotion, dans le démarchage et puis dans le rayonnement, je dirais, à l'international. Et puis pour finir, sachez qu'on organise le 16 octobre donc le deuxième événement d'Arena. Le 12 septembre dernier, en 2024, nous lancions le projet ARN. Là, aujourd'hui, un an plus tard, on souhaite faire un deuxième événement et on va être dans quelque chose d'un peu plus concret. On va vous montrer vraiment les avancées puis les réalisations après un an. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis je passe la parole à Simon d'Axelis. Ouais, merci Xavier. Bon matin à tous. Aujourd'hui, moi, comme Xavier l'a dit, puis la présentation de Claude au tout début, mais donc Simon Fortier, je suis directeur en valorisation chez Axelis. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, rapidement pour les gens, donc situer un peu Axelis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, la mission d'Axelis, Axelis a été créée en 2021 par le gouvernement du Québec, qui est un regroupement des sociétés de valorisation déjà existantes. Puis donc, la mission d'Axelis, globalement, c'est vraiment de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec, donc en accélérant le développement, commercialisation, transfert technologique des innovations issues de la recherche en milieu public, puis de les amener vers l'industrie. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, ici, c'est vraiment une représentation plus schématique, cartoon d'Axelis qui agit à l'interface. Donc, comme j'ai dit, entre la recherche qui se fait en milieu public académique, puis essayer de joindre, puis de modeler un peu cette recherche-là pour apporter un accompagnement, des conseils pour permettre de trouver des preneurs, des partenaires de développement du côté industriel. C'est vraiment le rôle central d'Axelis. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, pour illustrer ça, donc quel genre d'activité Axelis peut mener pour bonifier les dossiers puis les projets qu'on voit dans le milieu académique. Donc, de façon très classique, Axelis, on peut agir sur différents axes, que ce soit en mode service-conseil pour apporter un alignement dans le développement des projets de recherche. Que ce soit au niveau de l'accompagnement pour les chercheurs, de la gestion de la propriété intellectuelle, de vraiment avoir une stratégie de propriété intellectuelle qui fait du sens pour l'amener, qu'elle soit potentiellement intéressante pour un preneur industriel. Puis aussi, évidemment, travailler là, au niveau du transfert technologique, donc tout ce qui est dans les accords de licence, les négociations de licence avec de potentiels partenaires. Donc, c'est vraiment le rôle central d'Axelis. Donc, plus spécifiquement, dans le cadre du projet ARN, Axelis a été mandaté d'un volet en particulier, donc que ce soit la valorisation de la recherche, mais aussi l'entrepreneuriat scientifique. Donc, ces deux volets-là sont portés par l'équipe ARN qui a été mise en place chez Axelis. Donc, valorisation, accompagnement universitaire. Donc, vous voyez ici un peu là, sur quels axes notre équipe travaille. Évidemment, c'est d'identifier les projets qui se font dans le milieu académique pour pouvoir aller les supporter, puis pouvoir justement monter un portfolio des projets qui se fait ici au Québec en recherche en ARN pour pouvoir agir sur la valorisation, puis potentiellement amener certaines de ces technologies-là vers la commercialisation, donc vers le marché.
Le deuxième volet est celui assez clair et spécifique d'agir au niveau de l'entrepreneuriat scientifique. Donc, on a un programme d'entrepreneuriat en ARN qui a été monté par mon collègue Sam, donc qui se veut un programme qui va aller cibler les potentiels entrepreneurs qui se trouvent dans le milieu universitaire, donc des gens qui auraient une envie entrepreneuriale. Donc, les accompagner avec du financement, mais aussi avec du mentorat, du coaching, puis tout un support, un continuum de support pour les aider à créer leur spin-off, leur start-up, puis les aider à progresser, là, à développer leur entreprise. Donc, dans la prochaine slide. Donc, ici, rapidement, puis ça sera pour consultation après, juste rapidement, je suis le porte-parole de cette équipe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'expertise de notre équipe chez Axelis, donc avec mes deux collègues Sam et Mika, où on réussit à faire vraiment une évaluation un peu à 360 des besoins des projets des chercheurs ou des projets entrepreneuriaux, puis de vraiment apporter un support personnalisé qui répond aux besoins des chercheurs et des entrepreneurs, des projets, pour les aider potentiellement à trouver un collaborateur, un preneur, des investisseurs. Donc, à aider à la maturation de ces projets-là. Donc, prochaine slide. Donc, ici, très rapidement, c'est juste pour montrer un petit peu sous quel angle on fait le diagnostic des projets qu'on rencontre. Donc, quand on parle avec les chercheurs, quand on comprend leur projet de recherche en milieu académique, bien évidemment, on parle un langage qui est un peu différent de celui purement scientifique qu'on va retrouver dans le milieu académique. Donc, ici, notre rôle, c'est vraiment de comprendre ce que le chercheur a en sa possession, puis d'essayer de les amener à parler un langage qui va être celui qui va être compréhensible par un potentiel investisseur ou un collaborateur au niveau industriel. Donc, vraiment, quand on regarde les projets, bien, on parle évidemment de potentiel d'innovation du projet. Au niveau des finances et du montage du projet, on essaie de comprendre de quelle façon le projet est structuré, quelles sont les ressources humaines disponibles dans le laboratoire ou dans l'établissement universitaire pour aider à la maturation du projet, quel est le potentiel commercial, puis aussi au niveau de la stratégie de propriété intellectuelle, bien, de quelle façon tout ça est mis en place là, par l'université, par le chercheur. Puis donc, les services d'Axelis qui sont aussi disponibles, donc additionnellement aux services conseils qu'on peut apporter à même notre équipe. Mais donc, les services d'Axelis, comme je mentionnais, que ce soit au niveau de la propriété intellectuelle, l'analyse hors antérieure, des marchés, de faire du démarchage pour identifier des collaborateurs, d'aider à la rédaction de demandes de financement pour des programmes spécifiques qui sont collaboratifs avec un partenariat industriel. Donc, tout ça, c'est des sphères de compétences qui sont vraiment spécifiques chez Axelis, puis où on a une grande expertise, là, soit dans notre équipe ARN, soit les équipes déjà en place là, chez Axelis. Donc, prochaine slide. Puis donc, ici, pour faire le lien un peu avec l'intervention aujourd'hui, puis avec l'auditoire un peu plus industriel, potentiellement des membres de Bio-Québec. Mais donc, cet accompagnement-là, bien que nous, notre rôle se situe peut-être en amont, donc vraiment avec les chercheurs au niveau de la recherche publique, bien, ça a quand même un grand impact, je crois, pour des potentiels preneurs, des industriels, pour que le projet soit articulé puis que le langage soit mis en commun entre les chercheurs académiques et leurs partenaires industriels pour le développement. Puis donc, la structuration puis les besoins qu'on identifie dans les projets qui sont de nature un peu plus académique, bien, ça nous permet justement de dérisquer le projet puis d'en faire un projet à potentiel plus intéressant pour un potentiel investisseur, collaborateur, preneur. Donc, c'est vraiment les deux axes importants là, ici où il y a une plus-value pour les potentiels partenaires industriels. Puis évidemment, bien, le dérisquage des projets qu'on voit qui sont peut-être plus en amont là, au niveau de la recherche académique, bien, tout ça amène évidemment un besoin de financement. Donc, c'est le nerf de la guerre. Puis sur ce, c'est sur cette dernière slide-là que je vais faire la passe à mon collègue Alexandre qui va vous parler un petit peu plus du financement spécifique qui a été mis en place dans le cadre d'Arena pour supporter le développement et la maturation des projets technologiques. Alexandre. Merci Simon. Bonjour à tous, donc, Alexandre Morizot, je travaille au CQDEM depuis maintenant 4 ans et puis sur les dernières années j'ai beaucoup travaillé sur tout le développement de la filière ARN au Québec, puis maintenant je m'intéresse beaucoup plus au financement et de voir comment on peut essayer d'amener du financement dans ce secteur-là.
Donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire dès le départ avec ce projet mobilisateur, je peux passer à un next slide, Xavier, s'il te plaît, c'est de mettre en place comme un mode de financement. On sait très bien que c'est un peu le nerf de la guerre, et si on veut être capable de développer une filière, il faut être capable d'innover et puis d'amener des choses nouvelles dans le secteur. Et donc, on essaie d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que dès le départ, on est parti sur l'objectif d'aller résoudre les enjeux scientifiques qui limitaient un peu le potentiel des innovations ARN. Et puis, on s'est dit, c'est vraiment ces innovations-là qu'on veut financer. Puis, on va essayer de mettre autour de nous d'autres financeurs qui vont être capables de supporter ces innovations-là. Donc, on a réussi à mettre un groupe de 5 organisations qui supportent l'innovation au Québec, qui sont Axelis, CQDM, le Fonds de recherche du Québec, Génome Québec et Médicaments Québec ensemble, pour essayer de réfléchir ensemble à une manière de faire pour financer les projets et financer l'innovation. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, en fait, on est parti, comme je disais tout à l'heure, comme sur un a priori, en disant comme on veut vraiment financer les choses qui vont faire une différence sur du long terme, du moyen terme et qui vont renforcer la filière. Donc, vraiment avec un accès à des nouvelles thérapies potentielles, donc c'est des nouvelles types de livraison, des nouvelles modes d'animation, des nouvelles méthodes de fabrication. Puis c'est le genre de projet-là qu'on essaie de supporter le plus avec cette organisation-là. Et en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est que en se mettant tous ensemble, on essaie d'amener différents types de programmes de financement qu'on a chacun. Médicaments Québec pour tout ce qui est le support et la création de plateformes et de projets mobilisateurs de plateformes. Génome Québec pour tout ce qui sont les projets liés à la génomique. FRQ sont capables de mettre de l'argent pour supporter certains étudiants et des programmes en oncologie. Axelis pour tout ce qui est valorisation de la propriété intellectuelle, le transfert de technologies de propriété intellectuelle aussi peut aider. Puis nous, bien sûr, avec le CPDM pour tout ce qui est recherche collaborative. Et puis, le nouveau programme qu'on a lancé au début de l'été, qui est un programme innovation en entreprise pour l'innovation en ARN. Puis en fait, avec tous ces programmes-là, on essaie de regarder les projets puis de voir lesquels on peut financer. Donc, avec tous ces organismes-là, on est appuyé par des partenaires de cofinancement, soit des fonds de capital de risque, des fondations d'ITOIR nous aident sur certains projets aussi, et aussi un comité à visée industrielle. Très rapidement, on s'est rendu compte que l'expertise dont on avait besoin, il fallait aller la chercher à l'extérieur et dans l'industrie pour savoir quels étaient vraiment les enjeux. Et donc, du coup, on a créé un comité à usage industriel qui va être capable de nous guider et de sélectionner les projets et nous donner des conseils aussi sur le développement de ces projets-là. Puis, en fait, le financement, en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était limité, que certains projets n'avaient besoin de soutien avant de financement. Et donc, du coup, avec Axelis et moi, en fait, on est capable d'amener du soutien aux projets au fur et à mesure de leur maturité pour les amener à avoir du financement. Et ce qui fait qu'ensemble, on est capable d'aller chercher des projets qui sont comme soit matures, soit qui sont un peu plus précoces, puis de tout ça, d'essayer de les amener vers du financement, puis d'avoir comme un seul point d'entrée, un seul point de contact, si vous voulez, où on va être capable de parler avec les projets, essayer de maturer le projet, de le faire avancer dans la bonne direction, d'aller chercher le financement. Puis le but de tout ça, c'est d'aller sur le marché et puis de faire avancer le projet dans son innovation. Le premier appel qu'on a passé, tu peux passer à la prochaine slide. Le premier appel qu'on a fait était vraiment beaucoup basé sur venez nous voir et on va essayer de figurer quelque chose. Et c'était comme quelque chose d'assez compliqué à faire. Et donc, du coup, on a évolué dans les derniers temps. Et maintenant, en fait, on est capable de regarder les projets à n'importe quel stade de maturité qui peuvent venir nous parler à n'importe quel moment. Et puis, justement, on va essayer de faire cet accompagnement pour amener à avoir du financement par la suite. Donc, vraiment d'essayer de jauger comme où en est le projet, qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est la meilleure manière de l'amener. Et après, le but ultime, c'est de l'amener à du financement. Sur le premier round, il y a quand même 2 projets qui ont déjà été financés par Médicaments Québec. Le projet de Xavier Banqui et le projet de Jörg Fritz à McGill. Le projet de Xavier Banqui est plutôt une méthode de formulation alternative qui permet de faire du plus haut, du plus grand volume de production. Et le projet de Jörg Fritz qui est plus sur le développement d'un vaccin et de plateformes pour développer des vaccins. Donc ça, c'est 2 projets qu'on a déjà financés dans le cadre de cette initiative-là. Et on a lancé au mois de juin dernier le programme Innovation ARN en entreprise
qui était un programme qui permettait de financer 300 000 $ sur 18 mois dans des entreprises. C'était vraiment de l'argent qui allait dans l'entreprise pour faire ce projet-là et qui permettait de couvrir jusqu'à 50% des dépenses qui étaient engagées par l'entreprise. Puis dans ce cadre-là, la collaboration entre entreprises, entre centres universitaires et entreprises est encouragée, mais n'était pas obligatoire, ce qui fait que c'était vraiment comme pour l'entreprise de voir quelle était la meilleure valeur pour elle de développer l'innovation. Le premier appel, il est en cours de finalisation. On est en train de finir ça, mais on a 8 projets qui ont été soumis, plusieurs projets qui ont été retenus. Puis on espère qu'on va être capable de lancer ce financement-là dans les prochains mois et d'avoir l'argent et d'avoir les projets qui commencent. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va être capable de renouveler cet appel-là. Je n'ai pas encore les dates, mais ça devrait être au cours de l'automne ou de l'hiver 2025. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de suivre Arena et de suivre soit sur LinkedIn, soit sur le site web, parce qu'on devrait être capable dans les prochains jours d'annoncer qu'on va relancer ce type de programme-là. Donc, voici la manière principale dans laquelle on est capable de supporter l'innovation. Dans le milieu universitaire, bien sûr, mais aussi en collaboration avec les entreprises du Québec et puis aussi pour que les entreprises elles-mêmes soient capables d'innover et puis de créer de la valeur à leur interne. Sur ce, je pense que maintenant, je vais passer la parole à Takis pour présenter un peu ce que fait la plateforme de l'attaque. Merci, Alexandre. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Panayotis Prinos. Pour mes amis, c'est un autre nom, Takis, plus petit, plus rapide, plus facile à prononcer. Donc, c'est un plaisir de présenter notre réseau de plateformes de développement et la production de thérapeutiques ARN, ou DEPTAC. Prochaine slide. Donc, le réseau DEPTAC s'est composé de 3 plateformes indépendantes dans 3 institutions différentes, mais on aimerait fonctionner comme réseau. Donc, il y a une plateforme déjà préexistante à l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle la plateforme Arenomic, qui existe depuis presque 20 ans et offre déjà des services. Et 2 nouvelles plateformes, une à l'Université McGill, plateforme d'ARN messager thérapeutique, et l'autre à l'IACM, qui est aussi plateforme d'ARN thérapeutique. Et donc, on a des forces communes, des expertises complémentaires, des pointes, et avec des infrastructures spécialisées et un accès partagé. Next slide. Donc, c'est ça, le cœur de TAC, du réseau de TAC, couvre toute la chaîne de valeur, du design des séquences à la synthèse d'ARN et à la formulation. On veut travailler avec plusieurs types d'ARN, ARN messager, des petits ARN interférents, des antisense et CRISPR-Guide RNAs. Et donc, le réseau de TAC vise à faire progresser la médecine à base d'ARN, qui est un domaine très riche en découvertes et en innovation. On veut renforcer l'écosystème québécois de thérapie ARN. On veut étudier les chercheurs académiques et industriels et offrir des services complémentaires à ceux des entreprises québécoises. On ne veut pas faire la concurrence. On veut trouver des façons de travailler ensemble. On va offrir accès aux équipements et infrastructures pour les compagnies qui n'ont pas toutes les infrastructures déjà en place. Et on veut aussi faire des co-développements et des risquages de projets et avoir des partenariats avec des entreprises locales. Donc, comme ça, on veut être capable de propulser la province parmi les chefs de file dans ce domaine d'ARN. Next slide. Donc, c'est ça, juste pour clarifier, il y avait déjà une question. On est en train de... On veut pas vraiment faire de la concurrence à l'écosystème de biotech québécois. On veut être capable on veut assurer un climat de confiance et de collaboration. Et on veut trouver des façons de travailler ensemble en offrant des services peut-être complémentaires. Et il y a plusieurs façons qu'on propose de faire ça. Donc, on veut positionner comme partenaire complémentaire. On veut faire aussi des partenariats stratégiques individuels avec les biotech services clés et avec leur inclusion possible dans des projets d'envergure ou des projets pilotes. Et on veut donner priorité d'accès aux entreprises québécoises développeurs de thérapeutiques ARN dans notre plateforme. Next slide. Ici, je pense que je vais changer en anglais parce qu'il y a trop de terminologie en anglais.
Donc, juste pour vous donner, just to give you an idea of the different RNA modalities and different functions, and also to give the different synthesis routes. So you have a whole variety, as Jamal already mentioned at the beginning, there is a whole variety of small RNAs, from siRNAs to microRNAs to antisense oligonucleotides, going all the way to larger RNAs, mRNAs, the traditional mRNAs, circular RNAs, and CRISPR-guided RNAs. And as you can see, there's different functions for each different modality, and some modalities have multiple functions, going from gene knockdown to upregulation to exon skipping, exon inclusion, splice switching, oligonucleotides, and a mixture of those with the CRISPR-Cas13 guides that are actually capable of doing a variety of those, or most of those different functions. And the synthesis also depends also on the type of the modality. So chemical synthesis is the method for small oligonucleotides and other siRNAs and antisense, whereas in vitro transcription is the method for the mRNAs, traditional mRNAs, and other RNAs. Next slide. So the platform at IRCM, the RNA medicine score, is going to proposing to do all these different steps here, going from sequence design of different modalities, focusing mainly on small RNAs, antisense oligonucleotides, siRNAs, single guide RNAs, and other types of, and also touching a bit on mRNAs, in alone or in formulation with lipid nanoparticles, and going all the way to preclinical studies in organoids and rodent models in collaboration with the other platforms, academic platforms at IRCM, and also having different types of quality control, LNP quality control, and different scales of production. The lead at IRCM is Martin Sauvageau, the scientific lead, and the platform manager is Alireza Moumi. And this is currently being put in place, installation of all the equipment, and hopefully soon, in the next few months, they're going to be starting to offering services. Next slide. Next is the McGill mRNA Therapeutics platform that is offering, focusing mainly on mRNA molecules, alone synthesis by in vitro transcription of a variety of mRNA modalities, vaccines, CAR-T, and alone or in combination with lipid nanoparticles. And it has a variety of different specialized equipment for each step, all the way from in vitro transcription to mRNA purification, to LNP formulations, to purification and quality control, and going all the way to functional validation in cells. And this platform is found physically located at the McIntyre Medical Science Building. The scientific director is Dr. Thomas Duchesne, and the platform manager is Diane Soter. The platform is currently putting in place the SOPs, so hopefully in the very near future, they're starting to be functional and services. C'était pour la connexion. J'avais... Pardon? Est-ce qu'il y a une question? Yacine, c'est toi qui a un... Non, il y a quelqu'un qui a... Vas-y, Takis. OK. Donc, c'est ça, la plateforme de McGill. The McGill platform is currently being operational, starting offering services, and hopefully they will have the first SOPs in place soon. So stay tuned for that. And next slide. So last but not least, the RNomics platform at the University of Sherbrooke. As I mentioned before, they're already in service since almost 20 years ago now. They mainly focus on RNomics, so all sorts of next-gen sequencing, RNA sequencing, PCR, droplet digital PCR, different types of qPCR, focused on alternative RNA splicing and various other RNA modalities. In the context of this project, they're developing a quite unique approach, I would say even worldwide, that uses CRISPR-Cas13, a CRISPR version that actually can be used to reprogram to rapidly identify the sequences that are important for controlling splicing, RNA splicing. And by using this, you can also develop, based on the results of this screening, you can develop therapeutic antisense oligonucleotides
and various derivatives to be able to reproduce this splicing to the isoform that is, let's say, more normal versus the disease isoform, and that way becomes therapeutically relevant. And yeah, so there's a variety of services, again, going from the manipulating the RNA splicing to all the way to phenotypic tests and bioinformatic analysis that are being offered there. The platform lead is Dr. Benoit Chapeau, and the platform manager is Mathieu Durand. Next slide. Yeah, so I think, yeah, that's it. Very happy to take questions and happy to participate in this wonderful initiative. Merci, Takis. Merci beaucoup à tous. Je pense que la portion de contenu a été très bien livrée. Vous avez très bien fait ça dans les temps. Il nous reste une quinzaine de minutes pour les questions. Bon, il y a eu un commentaire de Vincent, je pense, qui a été traité durant la présentation, là, qui est importante. Mais au-delà donc de ce commentaire-là sur s'assurer que le secteur de la recherche travaille en collaboration avec le secteur privé, je pense qu'on je pense qu'on est quand même rassuré là-dessus, mais il faut rester vigilant en effet. Du point de vue Bio-Québec, c'est particulièrement important, mais je pense qu'on est rassuré. Est-ce qu'il y a des questions sur la façon que les moyens qui sont offerts maintenant pour susciter des nouveaux projets et les faire avancer? Alors, je vous offre la possibilité de poser vos questions directement. Sinon, moi, j'en aurai moi-même. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Poser des questions? Je ne vois pas de main levée du tout, mon Dieu. Très clair. Je vais peut-être enchaîner à ce moment-là. Oui, Wanuti. Donc, oui, je pense qu'effectivement, il faut être vigilant par rapport au dédoublement des capacités qui sont offertes. Je vois effectivement un certain dédoublement, mais quand même une belle complémentarité avec ce qui est proposé. Et c'est certain que la mise en place de tous les différents axes sous ARENA, écoutez, nous, on voit ça d'un très, très bon œil pour les entreprises, pour encourager soit le développement de technologies qui vont éventuellement se rendre jusqu'à nos entreprises ou faire l'objet de spin-off pour en créer des nouvelles. Donc, écoutez, moi, je vous encourage à continuer dans cet axe-là. C'est certain qu'au niveau du financement, je pense qu'au niveau du CQDM, ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu plus compliqué qu'ils avaient initialement prévu, là. Mais on va espérer que le programme enchaîne là, pour les prochaines itérations et que des nouvelles sélections de projets seront financés pour le futur, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Arena qui veut réagir aux commentaires de Vincent ou J'ai peut-être un commentaire à faire par rapport à ça. C'est Tom Chen de la plateforme d'ARN messager thérapeutique à McGill, qui est partenaire avec DevTac. Là, on est partie du même réseau. De notre point de vue, à nous autres, les plateformes en milieu académique ont vraiment une vocation qui est d'accélérer de déparer les projets de recherche, de les dérisquer, de les mobiliser, de sortir de terre un peu, puis aussi de former les gens. Dans l'écosystème qu'on veut bâtir, il y a vraiment une mission qui est unique là, au niveau académique. C'est ça qu'on fait. Puis ce qu'on entend depuis avant même que toute cette ce momentum-là soit créé, c'est que les compagnies veulent que les projets soient dérisqués avant d'investir. Puis c'est aussi la même chose pour des startups, pour le financement soit dit à risque. On est un petit peu risk-averse, je te dirais, au pays puis au Québec. Fait que c'est un peu le milieu académique qui fait ça, je pense, dans la chaîne. Puis je pense que c'est vraiment un peu plus downstream ce que l'industrie va offrir. Je pense pas que le but ici, c'est que l'industrie commence à vendre des preps à petite échelle au niveau académique. Je pense que c'est vraiment en aval. Puis on veut bâtir un écosystème, puis on veut que les compagnies fassent de l'argent avec la business un peu plus grosse, puis qui en crée de la richesse en aval. C'est pas du tout le même, je pense,
la même partie de la chaîne. Le parti académique comme DEPTAC est localisé un petit peu plus tôt là, dans la chaîne, que je pense que ce qu'on veut que l'industrie occupe, puis crée des jobs, fasse du profit, puis développe là, en aval. Je pense que faut garder ça en tête, c'est pas la même partie de la chaîne. L'autre, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois par des étudiants pour lesquels je n'ai pas encore de réponse claire. J'ai beaucoup de jeunes qui ont du talent dans les labos, qui ont des idées, puis ils posent toujours la même question. Bon, comment je peux partir puis avoir du financement au Québec? Comment je peux partir un projet puis une compagnie? Est-ce que je pars avec une idée? Est-ce que je pars avec, je sais pas, 10 ans de CIHR de financement? Est-ce que je commence avec un patent? Est-ce que j'ai du soutien pour développer un patent? Est-ce que je dois me débattre avec l'université ou avoir une première passe avec l'université pour avoir mon brevet? Puis après ça, approcher le réseau. La question, c'est quoi ce point d'entrée pour la prochaine génération qui voudrait, par exemple, prendre avantage, puis capitaliser, puis aussi contribuer à la sorte de cet écosystème-là? Question d'étudiants. J'ai Ouais, l'impression je peux peut-être me prononcer, puis après, s'il y a des collègues qui veulent complémenter, là, c'est certain que de tout ce que je viens d'entendre, Thomas, c'est un peu de toutes ces réponses, dans le sens où après, c'est vraiment de voir de chacun des projets, puis le stade de chacun des projets qui sont à la base d'une potentielle spin-off. Fait que c'est de voir, est-ce que c'est le bon vecteur, la spin-off pour le projet, pour le marché. Donc, c'est vraiment de comprendre aussi c'est qui les potentiels preneurs, c'est qui les clients de cette technologie-là, voir s'il y a un fit pour une spin-off. Mais donc, tout ça, tout ce qui est autour de la propriété intellectuelle, de qui est-ce qui la possède, est-ce que c'est l'établissement, est-ce que c'est le chercheur, parce qu'il n'y a pas encore eu de déclaration d'invention, de quelle façon l'étudiant, est-ce qu'on est mieux de laisser l'API à l'université, tout de suite la ramener dans la spin-off, puis la développer à même la spin-off. Donc, tout ça, la réponse courte, puis pour faire la promotion de ma boîte, mais donc chez Axelis, on a cet accompagnement entrepreneurial-là, puis c'est exactement la nature du programme que mon collègue Sam a mis en place. Donc, pouvoir accompagner les étudiants et les profs, parce que souvent, c'est des technologies qui sortent du labo du prof, qui vont être portées par un étudiant, par un postdoc, par un associé de recherche. Donc, ça, cet accompagnement-là, puis cette stratégie-là au niveau de l'API, mais aussi à quel moment on incorpore la spin-off, puis on part sur quelle base, puis est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un fit avec un preneur, c'est quoi que le client veut voir, donc c'est quoi l'attraction dans le marché, ça c'est la première question à se poser, puis c'est cette réflexion-là qu'on est capable d'avoir là, au sein de notre équipe, puis d'avoir un feeling un peu de la situation. OK, Simon, ta réponse est très claire. Merci beaucoup. Ce que tu dis, c'est appelle-nous, on va prendre un café avec l'étudiant, avec le chercheur, puis on va figure out c'est quoi la meilleure stratégie pour partir ça. C'est ça votre expertise. C'est en fait l'approche de notre équipe. C'est ce qu'on essaie de faire depuis novembre dernier, de rencontrer les chercheurs et les étudiants pour entendre ces idées-là, pour essayer de leur donner ces conseils stratégiques-là au début qui sont au final notre salaire, mais puis c'est l'input qu'on peut avoir très early dans les projets, puis souvent c'est ça qui va donner un petit edge pour partir dans le bon sens. Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est tôt dans la chaîne, on est tôt dans l'écosystème, ça va être surtout des idées, puis surtout des résultats académiques. Ouais. Vincent, tu voulais intervenir de nouveau? Oui, c'était juste peut-être pour enchaîner sur ce que Simon a dit. Donc, au Paris, malgré le fait qu'en général, on prend les compagnies qui sont plus matures, je finis par parler à une dizaine de startups là, par semaine. Et donc, l'écosystème est là. L'écosystème est beaucoup plus grand qu'il y a même une dizaine d'années pour supporter nos startups. Et les startups en sciences de la vie, en fait, tout ce que Simon a énuméré, c'est pas différent de ce que doit faire une startup en TI là, à la base. Là. Donc, comprendre son marché, comprendre la demande, comprendre les enjeux de propriété intellectuelle, tout ça, c'est pour toutes les startups. Et donc, il y a énormément de ressources, Axelis y compris, là, entre les différents incubateurs, accélérateurs et services d'accompagnement, de financement pour les startups. C'est peut-être l'enjeu est peut-être au niveau
de la complexité de l'écosystème maintenant, hein, de savoir vers qui se tourner pour avoir l'aide qu'on cherche. Donc, effectivement, je pense que Axelis peut être un bon point d'ancrage pour tout ça, un bon pilote initial vers toutes les autres ressources. Mais maintenant, il y a énormément de ressources. Ce qui peut-être et qui reste toujours l'aspect le plus compliqué, particulièrement pour des domaines où le retour sur l'investissement est à long terme, c'est le financement initial, hein, pour démarrer, pour sortir l'entreprise initialement. Donc, dans ces cas-là, je pense que tous les cas sont différents, mais le financement au niveau académique, si on peut rester incubé dans le système académique le plus longtemps possible et bénéficier de ce financement-là avant de sortir, parce que le financement pour les startups, il y en a, mais c'est difficile. Juste un point, c'est pour répondre un peu sur le commentaire de Vincent. C'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec Axelis pour financer des projets le plus tôt possible, puis qu'il y ait une valeur de comme les accompagner à partir d'un projet, à monter un projet qui a une valeur industrielle, puis après d'essayer d'aligner ça avec les financements qu'on a. On n'est pas milliardaire au Québec à financer tous les projets at large. Donc, il faut qu'on soit capable d'utiliser le financement qu'on a de manière le plus appropriée, là. Puis ce qu'on essaye de faire en ayant vraiment un accompagnement dans le montage des projets et des programmes de financement qui sont attachés, qui vont être capables disponibles. Puis, tu sais, je pense que ton premier commentaire qui était sur la difficulté de financement, tu sais, on le voit, mais je pense qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient moins matures que ce qu'on pensait dans l'écosystème et qu'il y a besoin de beaucoup plus d'accompagnement que de financement. Donc, c'est un peu pour ça que on essaie maintenant de prendre ça les choses à l'envers, puis d'accompagner le plus possible avant d'être possible de donner du financement et qu'on a mis à part ce programme pour les entreprises qui, elles, ont déjà des visions de qu'est-ce qu'elles veulent faire, comment est-ce qu'elles peuvent le financer, comment est-ce qu'elles peuvent valoriser l'innovation, là. Puis à ce cas-là, c'est pour ça qu'on l'a sorti à part comme étant un programme de financement de l'entreprise et qui, je pense, va permettre de résoudre des beaux problèmes, puis va même être capable de faire de la valorisation en même temps, là, parce que comme on est capable de faire de la collaboration dans ces projets-là, entre entreprises et centres académiques, c'est quelque chose qui n'était pas faisable avant, dans le sens où l'entreprise ne bénéficiait jamais de la collaboration et payer essentiellement le centre académique pour faire des choses pour elle. Là, ils sont capables de co-développer ensemble, puis que chacun bénéficie du soutien. Donc, on se met dans le bon sens, on essaie de s'aligner au fur et à mesure, là. Oui, puis juste Thomas, peut-être pour un dernier mot là-dessus par rapport à ce que vous pouvez dire aux étudiants, c'est que principalement dans ce domaine-là, je pense que si vous avez de la patience, mais surtout beaucoup de cran, hein, les ressources sont là pour vous aider. Puis si l'idée est bonne et que vous pouvez démontrer de l'attraction, ça va décoller. On a vu plusieurs exemples de ça. Je veux juste faire un commentaire. Merci beaucoup pour votre insight là-dessus. Je suis désolé, je switch un peu en anglais en français. Mais ce que j'entends, c'est que le modèle a changé dernièrement, puis que vous gardez les bonnes idées en milieu académique ou en continuum académique, début industriel, le plus longtemps possible, parce que le financement pour dérisquer, c'est là qui est, pour maturer les idées. Puis c'est ça là où la sécurité probablement elle est. Je pense que c'est carrément là l'espace de D2R, puis l'opportunité de D2R pour les 5, 6, 7 prochaines années. Puis là, je change de chapeau un peu, là, mais je pense que c'est le genre de subventions qu'on a rarement, là, certainement pas centré sur l'ARN. Fait que je pense que comme les KPI s'alignent particulièrement, puis on vient de lancer une autre ronde de financement, justement, là, c'est le Translational Impact, l'impact clinique, le préclinique, qui vient d'être lancé. Mieux on est arrimé entre ce qui est produit, ce qui sort du D2R, dont les objectifs, c'est justement de créer ces idées-là qui peuvent être mobilisées. Et mieux on va être, je pense, on va être capable de maintenir ces idées-là et de les faire maturer en milieu académique avant de les sortir en spin-off. Je sais que vous êtes tous au courant, puis on fait déjà, je pense, une bonne job à communiquer, mais je pense que c'est l'essor ou l'importance de D2R est particulièrement critique, considérant ce que vous faites là, comme changement de modèle dernièrement.
Le temps file, malheureusement, il nous reste que quelques minutes. Juste un commentaire. Oui, on fait une bonne job pour communiquer, je pense, mais il y a toujours moyen de faire mieux. C'est pour ça qu'on fait des webinaires, c'est pour ça qu'on fait des événements aussi, comme le 16 octobre. Mais je pense qu'il faut profiter de l'occasion. Oui, il y a beaucoup de ressources au Québec, là, beaucoup d'organisations qui soutiennent l'industrie, qui soutiennent la recherche. Puis c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Nous, comme association, on essaye de faire de notre mieux justement pour essayer de clarifier les choses, d'aider nos membres et généralement nos entreprises à mieux naviguer les ressources. Mais c'est un défi. Puis je pense qu'il faut continuer à investir pour rendre ça le plus simple possible. J'ai vu Jamal qui a levé la main, mais j'ai quand même une question parce je pense que c'est important dans le contexte actuel. Par rapport aux projets qui viennent de l'extérieur du Québec, qu'est-ce qui est, en fait, c'est quoi les critères qui font qu'un projet peut être accompagné ici au Québec si l'entreprise ou le projet vient de l'extérieur? C'est quoi les critères? Alex, Moi, je te laisse la main. je peux te dire d'un point de vue financement, beaucoup de nos financements viennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, qui fait qu'il faut que l'entreprise soit une entreprise qui soit enregistrée au Québec et qui ait des activités au Québec. En fonction des programmes, il y a des requis qui sont un petit peu différents. C'est ça qu'on arrive à faire avec des différentes enveloppes qu'on a. C'est pour certains programmes, il faut que l'entreprise soit au Québec et des activités majoritairement au Québec. Pour d'autres, c'est juste, il faut que l'entreprise soit canadienne. D'autres, de fois même internationales, peuvent fonctionner. Donc, ça dépend. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de venir nous parler puis de voir ce qu'on peut faire. Mais essentiellement, c'est beaucoup centré sur les activités au Québec. Après, pour l'accompagnement, ben, c'est une question comment dire, de ressources. Si on essaie de focaliser sur les entreprises qui sont au Québec et qui entreprennent au Québec. Après, il y a des fois certaines exceptions, puis des fois certaines entreprises qui ont des collaborations spécifiques au Québec à qui on est capable de discuter aussi, puis de voir ce qu'on est capable de faire avec eux pour les aider. Donc, et on les réfère à qui dans l'équipe? Tu peux me les référer à moi ou à Simon. Juste peut-être pour rebondir, je pense qu'il y a probablement je m'avance peut-être là, mais des opportunités pour des compagnies qui n'ont pas nécessairement besoin d'être au Québec. À vérifier avec eux. Oui, c'est ça. On a un ancrage, on a un partenariat avec le Québec, mais on a à grandeur du pays. On a des assises assez fortes en Colombie-Britannique en particulier, avec l'Université d'Ottawa, en Ontario un peu, là, pour ce qui est de la bioproduction en CGMP. Il y a un projet là, avec CBRF, par exemple, l'équipe de John Bell. Okay. Jamal, intervention rapide, ce qui est déjà 8h59. Oui, rapide. Je veux juste répondre au point de Dr. Deschênes. Par rapport au point que les idées en général pour les jeunes entrepreneurs, peut-être faut rester aux académiques, le milieu académique plus que possible, juste pour profiter de financement et tout ça. Je pense que ce n'est pas la bonne mentalité. C'est pas la bonne mentalité pour l'écosystème. Et parce que maintenant, on voit que beaucoup de chaînes de valeur maintenant restent dans ce monde académique. Et on ne va pas bâtir un écosystème avec l'esprit entrepreneurial qu'on a besoin au Québec maintenant si on pense que toutes les idées d'entrepreneuriat vont rester aux académiques pour profiter du financement. Ça ne va pas aider l'esprit entrepreneurial et ça ne va pas aider tous les jeunes entrepreneurs qui veulent bâtir une compagnie comme il faut. Ça, c'est juste mon point. Je t'entends, Jamal. Ma question, par exemple, c'est comment on finance ça? Comment on les fait sortir et on ne les fait pas mourir en changeant le transplantant trop tôt, par exemple? Il faut s'assurer qu'il y a une pérennité. Puis si on sort d'un système académique où il y a de l'argent académique un petit peu plus, je te dirais, robuste, si on le fait trop tôt, on risque que la peau ne se prenne pas. Je suis avec toi, par exemple, puis c'est ça que je veux aussi personnellement, puis je pense mes collègues aussi, si on veut créer un écosystème, puis on veut créer de la valeur et des jobs, c'est sûr. Oui, bien sûr. Bien, écoutez, on a dépassé le temps qu'on s'était donné pour le webinaire. Je pense que ça a été très informatif. Merci beaucoup à nos présentateurs, toute l'équipe d'Arena et les autres présentateurs associés. Je vous rappelle que le webinaire a été enregistré. Les présentations ont déjà été circulées, je crois, par Marika. Donc, je vous invite à nous
contacter si vous avez d'autres questions, vous avez des besoins. On va se faire un plaisir chez Bio-Québec de vous brancher si vous n'avez pas les contacts requis. Mais et j'espère qu'on va se revoir le 16 octobre, n'est-ce pas, Xavier? Exactement. Peut-être juste rappeler à quelle heure que c'est. C'est à la Grande Bibliothèque, je pense. Peut-être juste. C'est Grande Bibliothèque à 17h, si je ne me trompe pas, de 17h. Il y aura 2 heures à peu près, une présentation. Après, il y aura plus des entrevues avec des gens de l'écosystème. Et puis ensuite, un 5 à 7, de 7 à 9. Bon, ben, j'espère revoir plusieurs d'entre vous à cet événement. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci aux présentateurs. Merci aux participants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelques questions que ce soit. Merci beaucoup. Et merci à vous, Bio-Québec. Merci à tous. Merci. On va être là. revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.